tous les auditeurs, les spectateurs de Kairos et de BAM, parce que c'est notre première interview à deux, ensemble, donc ici dans les bureaux que nous partageons. Et donc on va aujourd'hui vous présenter une action en justice qui vient de commencer en fait. Et peut-être Alexandre, tu peux expliquer de quoi il s'agit? Oui, on est ici en présence de Philippe Van Lagendong, avocat, et de Muriel Hubin, infirmière enseignante, et donc qui ont introduit ce 9 juin à 9h à Bruxelles une action en référé donc d'un médecin et d'une infirmière pour la suspension immédiate de la vaccination Covid-19, qu'ils disent illégale, et de respecter sans entrave et sans restriction la liberté thérapeutique ainsi que le droit des patients et le principe primum non nocere, c'est-à-dire en premier ne pas nuire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc on constate depuis un an de façon très générale que l'accès aux soins a été limité, entravé. C'est-à-dire que Mme Wilmès, le 17 mars, avait dit « n'allez pas chez votre généraliste ». Les généralistes n'ont donc pas pu continuer à soigner. Il y a eu une rupture dans la continuité des soins, idem pour les infirmières, donc tout s'est retrouvé bouleversé. Normalement, le médecin traitant devait être le médecin, je dirais, de première ligne, à pouvoir continuer à soigner ses patients qu'il connaît bien. Eh bien, il a été en rupture totale de pouvoir continuer à assumer et à assurer la liberté thérapeutique, c'est-à-dire de voir dans la médecine concernant chaque patient par rapport au Covid, par rapport à des connaissances déjà de traitements qui existaient dans d'autres pays. De façon générale, moi je connais au moins comme client 10 médecins généralistes qui ont chacun eu 20 à 25 patients Covid au fil de l'année jusqu'à maintenant, et qui n'ont eu aucune hospitalisation et aucun décès parce qu'ils ont pu les soigner. Seulement, le problème, c'est qu'on nous a présenté une solution tout au vaccin, et quand vous voyez la décision en fait, du 21 décembre 2020 de la Commission européenne, qui décide d'autoriser de façon momentanée des vaccins en phase 3, ce sont des vaccins expérimentaux. Les vaccins Covid-19 sont tous en phase expérimentale pour encore au moins 2 années. Eh bien, ça peut se faire en respectant des conditions. Il y en a 4, suivant le règlement du 29 mars 2006. C'est tout simple, hein. Les conditions sont au nombre de 4 à l'article 4. Donc les exigences pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, c'est lorsqu'il y a un rapport bénéfice-risque positif, ça on peut encore discuter. 2, qu'il y a certaines données qui sont fournies. Et 3, surtout, lorsque le médicament répond à des besoins médicaux non satisfaits. Ça veut dire lorsqu'il n'existe pas de traitement. Alors, il existait des traitements, il existait des façons de prendre en charge des patients depuis le début de la pandémie, suivant l'expérience chinoise qui avait déjà procédé à la publication en mars 2020. Et encore une autre condition de mise à données de données au niveau documentaire. Mais ça veut dire concrètement qu'à partir du moment où vous avez un traitement, eh bien, une autorisation momentanée, conditionnelle de vaccin phase 3 est impossible, est illégale. Et nous avons un traitement qui était déjà documenté depuis le 27 mai de cette année-ci, qui provient de l'Institut de Marseille. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus à attendre d'autres choses que de libérer sans restriction, sans entrave, l'accès à tous les traitements, sans aucune restriction pour l'ensemble du personnel de soins, que ce soit les médecins, les infirmières, enfin toute profession médicale confondue, participant à la prise en charge des patients. Il est inadmissible de continuer à laisser des patients sans pouvoir être traités de manière adéquate. Alors aujourd'hui, on a eu une affaire qui a été introduite, il y en a une deuxième qui a également été introduite. Je m'exprime en termes généraux parce que, évidemment, ce sont des audiences publiques, hein, chacun peut, dans la mesure des places disponibles, y assister, donc il n'y a pas de secret en la matière. On a des traitements, il faut pouvoir respecter sans condition, sans entrave, et donc là, le juge est compétent pour examiner le dossier. C'est au provisoire, en référé, il y aura une action sur le fond. Il faut que les médecins comprennent que leur profession, c'est une responsabilité au sens noble, c'est-à-dire, et pour les infirmiers aussi, bien entendu, c'est qu'on ne peut plus les laisser dans un placard à ne pas traiter les patients. Les traitements existent, et donc il est vital que ces traitements doivent pouvoir donc être utilisés, prescrits et délivrés sans la moindre entrave. Et c'est ce que mes clients ont décidé de demander en justice. C'est une question de bon sens sur le plan du respect de la liberté thérapeutique. La liberté thérapeutique, c'est la base de la confiance dans la médecine.
On ne peut plus nous faire croire que la seule solution, c'est le vaccin. Beaucoup de spécialistes, de virologues nous le disent. D'ailleurs, en épidémie, normalement, on ne vaccine pas. Bon, il y a d'autres moyens de répondre, je dirais, aux problèmes rencontrés lorsqu'il y a des patients Covid. Ben ça, il y a des traitements qui fonctionnent très bien. Il y a des pays qui s'en sortent très bien. On voit que récemment, l'Inde est passée à l'ivermectine. La Cour suprême indienne a autorisé et donc déclaré utilisable ce traitement. Je ne vois pas pourquoi, dans notre pays, dans un état de droit, on ne pourrait pas, sans entrave, utiliser les moyens qui existent. Le but, c'est quand même de sauver un maximum de personnes et pas de les priver des moyens qui existent, ce qu'on a fait malheureusement jusqu'à présent pour une politique du tout au vaccin ou d'autres médicaments comme le Remdesivir qui coûtent très cher et qui ont été déclarés nocifs par l'OMS. Ça, c'est bizarre, on l'autorise, mais tous les traitements qui fonctionnent, pas question, pas de touche. Stop, c'est terminé. On demande donc que justice soit rendue sur cette question-là. Et je pense que c'est important aussi de réconforter les infirmières, les médecins, de pouvoir se sentir plus à l'aise et je dirais, dans l'exercice naturel et total de la bienfaisance aussi de leur profession. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une question d'humanité dans les soins aux patients. Et aujourd'hui, on a vu depuis un an trop de drames qu'on aurait pu éviter. Juste une question, le référé de ce matin a été postposé. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou... Mais on a une audience le 18 juin. Donc, pour l'instant, on va préparer la suite, je dirais... Enfin, ça, je pense je prends le relais. Oui, certainement. Oui, donc effectivement, ce matin, l'audience a été reportée parce que l'État belge n'était pas représenté. Donc, ils ne se sont pas présentés à l'audience. Pourtant, ils ont reçu un pli judiciaire, ils ont signé ce pli judiciaire, mais ils n'ont présenté... Enfin, il n'y avait pas d'avocat pour l'État belge. Et il n'y avait pas d'avocat pour l'Agence des médicaments. Il faut savoir que cette plainte, c'était une plainte contre l'État belge, donc le ministre de la Santé publique, contre l'Agence des médicaments, contre l'Agence des médicaments. Tu veux pas m'aider un peu c'est l'Agence fédérale des médicaments. La FMPS, l'Ordre des médecins. Mais oui. donc, pourquoi j'oublie l'Ordre des médecins? Parce qu'on est deux plaignants au niveau de cette affaire. Il y a un médecin, le docteur Résimon, qui lui dépose une plainte contre la FMPS et contre l'Ordre des médecins. Et de mon côté, donc je vais peut-être pas donner trop de détails par rapport au docteur Résimon qui n'est pas présent, mais pour ma part, j'ai été entravée au niveau de ma liberté thérapeutique, puisque j'ai reçu un recommandé du ministère de la Santé publique m'imposant d'arrêter, d'expliquer, d'arrêter de mettre des doutes dans la tête de la population et donc d'arrêter de respecter les mesures gouvernementales qui sont porter un masque, ne rien dire, pas d'avis divergent. Et donc c'est pour ça que j'en ai parlé à Maître Van Langendonk et qu'on a déposé cette plainte. Donc cette audience de ce matin est reportée au 18 juin puisque deux avocats n'étaient pas présents. Maître Van Langendonk a déposé, a réintroduit une demande pour que des avocats soient présents. Donc la fois prochaine, normalement ils seront présents. J'espère que qu'il y aura une plaidoirie. Alors deuxième chose que je voulais vous dire, ça nous laisse effectivement un peu de temps. Donc c'est pas mal que ce soit reporté au 18 juin, parce que là on a agi un petit peu dans l'urgence, puisqu'il y a une étude qui a été publiée concernant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc c'est pour ça qu'on a invoqué l'urgence. Mais donc de ce fait, on n'a pas eu l'occasion de rassembler les témoignages. Et on se rend compte qu'en ayant partagé l'info qu'on déposait une plainte, il y a plusieurs personnes qui se manifestent. Donc des personnes qui ont des proches vaccinés qui ont des conséquences souvent dramatiques. Donc il y a quand même plusieurs personnes qui nous ont contactés où les personnes sont décédées suite à la vaccination. Et donc là, on lance un appel. Donc je reviendrai en live demain pour expliquer la procédure qu'on va suivre. On va mettre des formulaires à disposition des personnes vaccinées qui ont eu des effets secondaires graves. Je rappelle aussi une chose, que les effets secondaires peuvent être notifiés sur le site de la FMPS. Et ça, je vais vous mettre en ligne le site de la FMPS où vous pouvez... Puisque avant, quand les médecins se chargeaient de la vaccination, c'était les médecins qui répertoriaient ça. Maintenant, étant donné qu'il y a court-circuit à cette liberté thérapeutique, ce sont les citoyens qui doivent eux-mêmes déclarer les effets secondaires de cette vaccination. Donc, je mettrai également le lien. Et puis alors aussi, on fait un appel à témoins de personnes qui n'ont pas été soignées. Donc des personnes qu'on a renvoyées chez elles
avec du paracétamol, du Dafalgan. Dafalgan à la maison, reposez-vous, ça va passer. Alors que certaines choses fonctionnent et c'est notre droit de soignant de l'exprimer. Donc je peux peut-être donner plus de détails, je répète, des vaccinés qui ont eu des effets secondaires graves, et donc on va mettre un formulaire à disposition. Des personnes qui ont eu le Covid et qu'on a renvoyées à domicile sans traitement, donc deuxième liste, et également un troisième groupe de soignants qui n'ont pas pu exercer correctement leur métier de soignant, que ce soit des médecins, des infirmières, parce qu'on n'a pas la possibilité, notre liberté d'expression est totalement bafouée. Donc c'est pourquoi cette plainte a été déposée. À quelles coordonnées, sur quelle adresse, à qui doit adresser ces requêtes? Les effets secondaires. L'ensemble de ce dont tu lui as parlé. Justement, donc on va mettre, on est sorti du tribunal ce matin et donc on s'est concerté et donc on va mettre des formulaires en ligne dès demain pour pouvoir notifier si on a été lésé après vaccination, si on a été lésé parce qu'on n'a pas reçu de traitement. Et également les soignants qui se sont sentis entravés dans leur fonction de soignant, puisque y a une seule direction, on doit dire tous la même chose que le gouvernement, il n'y a pas possibilité d'avoir un avis divergent, sinon on nous coupe directement l'herbe sous le pied, alors que les avis divergents, réfléchir, c'est quand même... c'est important de réfléchir, d'avoir des doutes et de se questionner par rapport à sa santé. On relèvera vos coordonnées alors. D'accord, super. Vous dites que la vente de ces vaccins expérimentaux en phase 3 d'essais cliniques est devenue illégale. On sait le lobby pharmaceutique qu'il y a derrière, qui est énorme, qui est un des plus gros lobbies. Est-ce que vous pensez, il faut y croire, c'est parce qu'ils savaient que c'était impossible qu'ils l'ont fait, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que ça puisse aboutir? C'est tellement gros. C'est le principe de l'égalité, donc si vous avez des conditions qui sont cumulatives pour pouvoir vendre des vaccins en phase expérimentale, en phase 3, ce qui est le cas, il faut remplir les 4 conditions. Et il y en a certainement une, deux, si pas les 4. Le bénéfice-coût non plus, il n'est pas rempli. Non, le bénéfice-risque n'est pas rempli non plus. Donc on voit aussi aujourd'hui de plus en plus qu'il y a plus de victimes des vaccins que du Covid. Et on verra les statistiques de mortalité. Il y a presque 20% de surmortalité en plus depuis le début de la vaccination, suivant les pays. Il faut voir Israël, il faut voir d'autres pays. Il y a beaucoup de scientifiques, de médecins qui sont vraiment tristes et vraiment écœurés de voir la situation actuelle. Il faut savoir que les professions de santé, en Belgique, c'est les articles 7 et 8 de la loi sur le droit des patients, c'est donc de donner les informations et d'expliquer aussi les traitements alternatifs. Il n'y a pas que le vaccin. En plus, ce vaccin, il n'est pas au point. Il faut encore 2 ans pour qu'il soit au point, minimum. Si il est possible de le mettre au point, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport au phénomène des spikes. Donc les articles 7 et 8 de la loi sur le droit des patients, qui sont une obligation des professions de santé, infirmières, médecins, pharmaciens, etc., eh bien, on leur a interdit de respecter la loi. Donc on empêche les médecins et les infirmières de respecter la loi vis-à-vis des patients. C'est pas admissible. Et en plus de ça, on vous vend un produit qui ne peut pas être mis sur le marché lorsqu'il existe des traitements. Ce qui est le cas depuis bien longtemps, mais ici on a une preuve depuis le 27 mai, donc il y a quelques jours seulement. Il y en a encore d'autres qui vont tomber, donc on doit veiller à ce que les professions de santé puissent respecter leurs propres obligations en informant simplement les patients, comme ils ont l'habitude de le faire, et en pouvant donc délivrer, prescrire ou faire utiliser les produits qui existent. C'est pas une concurrence de produits. Ici, je sais que les maladies, aujourd'hui dans le monde, c'est 38% du PIB mondial. Donc ça veut dire que ça rapporte, et que ça rapporte que si les gens sont malades. C'est pas une raison pour que les gens soient malades. Il y a des moyens, des traitements qui existent. La légitimité de la santé doit l'emporter sur la légitimité de l'argent. L'industrie peut gagner de l'argent, mais sa légitimité ne lui permet pas de faire de l'argent sur le dos de la santé et la vie de la population. Muriel, par rapport à la pharmacovigilance, tu disais que maintenant c'était les citoyens eux-mêmes qui devaient remonter et plus les médecins, parce que les médecins n'ont plus le droit ou parce qu'on ne leur demande plus? Mais par la force des choses, puisque les médecins ne vaccinent pas. Donc il y a des centres de vaccination pour vacciner les citoyens. Donc à quel moment est-ce qu'on informe correctement le patient sur jemevaccine.be?
c'est la question que je vous pose, parce qu'on a une loi de 2002, la loi sur les droits des patients, qui demande, je ne sais plus quel article, hein, c'est l'article 7 et 8, comme tu viens de dire, oui, qui impose d'avoir un consentement éclairé. Un consentement éclairé, ça veut dire qu'il faut donner une information transparente. Et ici, on nous empêche de donner une information transparente. Comment peut-on donner son consentement éclairé en n'ayant pas reçu une information transparente? Ce qu'on nous donne comme information au niveau de l'AVIC, c'est vaccinez-vous, c'est très bien, il n'y a pas d'effet secondaire, ou alors d'être très léger. Non, je ne peux pas décemment continuer à me taire par rapport à une pareille situation. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, Maître Van-Langendonck? Ici, donc, la demande elle est basée sur le respect du principe de légalité, le fait de vérifier que les conditions cumulatives pour la vente de vaccins en phase 3 expérimentaux ne sont pas remplies. Donc c'est vraiment basique, il n'y a rien de complotiste ou de révolutionnaire là-dedans, c'est juste les conditions ne sont pas remplies, stop, on arrête. Qu'est-ce qui peut se passer dans 8 jours, 9 jours? Est-ce qu'ils peuvent encore ne pas venir Bon, ça, chacun, lorsqu'il est convoqué en justice, est libre de se présenter ou non. Il y a les droits de la défense qui doivent être assurés. Il y a des règles de mise en état d'une affaire judiciaire. Tous les droits sont respectés ici. On constate que pour l'Agence du médicament et pour l'État belge, personne ne s'est présenté ce matin. Alors que dans un autre dossier similaire ce matin également, le Premier ministre avait été mis en demeure le 7 avril. Il a signé lui-même la réception d'une mise en demeure ayant le même objet par rapport au respect de la liberté thérapeutique et donc du fait que les médecins puissent exercer sans aucune entrave et restriction pour soigner leurs patients. On n'a pas eu de réponse, personne ne vient après citation par huissier de justice. Donc ça fait un petit peu abonné absent pour l'instant, on verra par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres actions en référé comme vous le faites actuellement qui ont déjà eu lieu avec les mêmes protagonistes, on va dire? J'avais assisté un client il y a juste 1 an au premier déconfinement, une action référée pour obtenir la libre disposition, notamment en pharmacie, des autotests sérologiques. À partir d'une goutte de sang, comme pour un test de grossesse ou un test SIDA, vous pouviez voir si vous aviez eu le Covid ou le Covid-19. Donc il y avait vraiment une distinction entre le Covid et le Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'avec la PCR, on n'a pas vraiment une certitude suivant le nombre de cycles d'amplification. Si vous êtes au-dessus de 35 cycles, bon, donc il y a des moyens de détecter le Covid de façon très très précise. Et il y a 1 an, on a fait une action, on nous a dit que l'État ne voulait pas parce que soi-disant c'était dangereux ou ça n'arrangeait pas visiblement. Le président lui avait demandé pourquoi vous avez acheté 3 600 000 tests, autotests, c'était avec la firme Zentech. Mystère, on a répondu à l'audience, c'était pour au cas où quoi. Le contrat il a été cassé avec Zentech. L'État belge a payé 6 millions d'euros et n'a pas pris un seul test de ce contrat. Idem Dravrox, c'est pas oui, plus oui, donc l'argent s'évapore et les produits qui peuvent aider les médecins, qui peuvent aider la population à se situer par rapport au risque de Covid-19, je précise, parce qu'il y a le Covid et le Covid-19, eh bien, on a des outils précis, on les interdit, et puis on nous fait une 3e vague, peut-être une 4e, enfin bon, vous connaissez toutes les mesures. Qu'est-ce qui différencie le Covid et le Covid-19 c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça veut dire... Le Covid est connu depuis que l'humanité existe, je crois. Donc même M. Van Rans a publié des traitements contre le Covid depuis 2003. Et le Covid-19, c'est ce qui est sorti de Wuhan, on ne sait pas trop comment. Possiblement. Oui. Donc c'est la première action référée de ce type, en fait, qui a lieu en Belgique. Oui, je crois qu'il y a une action devant les juridictions des institutions européennes, enfin de l'Union européenne à Luxembourg. Là, c'est pour attaquer la même décision du 21 décembre, qui en fait est l'implémentation des 4 conditions du règlement de 2006. Et c'est aussi une affaire qui va être mise en état. C'est plutôt du droit administratif de demander l'annulation de l'autorisation de vente des vaccins. Ici, on demande la suspension parce qu'on est au provisoire. Il y aurait une action sur le fond pour stopper définitivement ce qui devrait, après œuvre de la justice, être décidé comme étant contraire à la loi, dans le non-respect de conditions, etc. C'est intéressant parce qu'on perd parfois de vue que le premier juge du droit européen, c'est le juge national. On croit que ce qui est européen se décide ailleurs, ben non.
c'est le juge national dans chaque État membre de l'Union européenne qui est le premier juge du droit européen. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans ce dossier. À la surprise, bon, parfois des institutions européennes, mais elles ont été fortes de développer cette mentalité judiciaire européenne. Eh bien, nous y sommes. Ok. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui vous suivent, ou bien c'est juste une impression qu'il n'y a pas beaucoup de collègues avocats qui bougent beaucoup et qui se révoltent un peu. C'est-à-dire que la liberté thérapeutique, c'est quelque chose de très transversal. Moi, je dirais que pour moi, c'est une matière où je suis un petit peu comme un poisson dans l'eau, parce que j'ai travaillé 6 ans à la santé publique. Je travaillais pour le gouvernement, pour les marchés publics de vaccins. Donc j'étais de l'autre côté de la tapisserie. Je connais encore certains acteurs. C'était il y a plus de 15 ans. Donc moi, j'ai appris et apprécié de travailler avec des médecins. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est défendre le droit de soigner et défendre la liberté thérapeutique. La liberté thérapeutique, c'est pour les patients, les praticiens et aussi les fabricants de produits. Parce que souvent, on met des entraves à la mise sur le marché de produits tout simples, parfois peu d'effets secondaires. Donc, c'est les 3 axes, vous voyez. C'est très important. Merci beaucoup pour votre action, en tout cas. Merci, ouais. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que nous avons un témoin d'un drame qui vient de se produire, en fait, quelqu'un qui est proche d'un de vos associés, je pense, hein, qui a collaboré à cette requête. Ouais. Et donc, on va passer la parole à Monsieur Geoffroy Bram, qui est ici présent. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Je voulais simplement mentionner que je ne suis pas associé à la plainte dont on vient de parler. Voilà. Donc, je n'ai aucun lien avec le corps médical. Donc mon témoignage est assez simple. Mon frère, qui avait 52 ans, a été vacciné le 31 mai, seconde dose du vaccin Pfizer au centre de vaccination Oisel, est mort le lendemain, en milieu d'après-midi. Le soir de la vaccination, il se plaignait de douleurs dans les poumons. Et lorsque les ambulanciers sont venus le lendemain, ils n'ont pas pu le sauver. Le médecin qui a constaté son décès a suggéré à ma belle-sœur de porter plainte à la police. Je ne sais pas si elle l'a fait. En tout cas, son décès était enregistré comme un effet secondaire auprès de l'agence belge du médicament. Et donc voilà, il laisse 3 jeunes enfants sans leur père. Moi, ça m'interpelle à plein d'égards. Justement, je me posais la question de savoir si, pour un citoyen lambda, il était possible d'interroger cette base de données de l'agence belge du médicament, s'il est possible d'y avoir accès à des données qui sont peut-être anonymisées, ou pour faire des recherches par rapport en fonction de l'âge, en fonction de différents critères, etc. Et de voir le nombre de décès. Je voyais des statistiques en France par rapport au nombre de décès. On mentionnait 400 ou 500 décès. Rapporté à la Belgique, ça ferait peut-être 80 décès, quelque chose comme ça. Et un autre aspect que je trouve important de mentionner, si on est dans cette logique de coût-bénéfice, si on peut sauver 1000 vies en sacrifiant peut-être quelques-unes, parce qu'effectivement, comme on l'a